Je m'appelle Alvin Grant, né et élevé à Beckley, en Virginie occidentale. Une petite ville nichée au milieu de collines verdoyantes où tout le monde se connaît comme le fond de sa main et où les histoires de famille sont souvent partagées lors de dîners simples. Mais mon enfance ne fut pas cette image chaleureuse. Ce fut une longue série de journées passées dans l'ombre de comparaisons injustes, où j'étais toujours celui qui échouait, et mon jeune frère Chase était l'étoile brillante à laquelle personne ne pouvait rivaliser. Dès mon plus jeune âge, je me suis habitué à être mis sur la touche, comme si je n'étais qu'un personnage secondaire dans la propre histoire de ma famille. Chase, 4 ans plus jeune que moi, est né avec un charisme étrange, vif, éloquent et doué pour charmer les adultes avec ses sourires radieux ou ses blagues opportunes. Il était le véritable enfant d'or, chéri par nos parents et nos proches comme un trésor. À chaque réunion, tous les regards étaient tournés vers Chase, tandis que je restais assis tranquillement, attendant une question ou un mot gentil qui arrivait rarement. Mon père, Gordon Grant, était mineur de charbon, travaillant jour après jour dans des tunnels sombres et sales, rentrant avec un visage maculé de poussière de charbon et des mains calleuses. C'était un homme de peu de mots, mais quand il parlait, c'était souvent pour louer Chase. Ma mère, Monica Grant, travaillait comme comptable pour une entreprise locale, toujours occupée par des livres et des factures. Pourtant, elle trouvait encore le temps de se vanter auprès des voisins de son fils intelligent. Ils n'avaient pas l'intention de me blesser, je sais, mais leur favoritisme s'est accumulé avec le temps, comme les couches de poussière froide qui s'accrochaient à la peau de mon père. Mes parents m'ignoraient souvent pour des raisons qui semblaient raisonnables, mais qui n'étaient en réalité que des excuses pour justifier leur partialité. J'étais calme, réservé et pas particulièrement doué pour les petites conversations. J'avais souvent du mal lorsque j'essayais de discuter avec des parents, tandis que Chase pouvait faire éclater une pièce de rire avec une seule blague. Mes résultats de scolaire étaient bons, mais ne m'ont jamais valu de grandes récompenses ou de médailles brillantes à montrer. Chase, en revanche, était constamment félicité pour sa participation à toutes sortes d'activités, du football juvénile aux représentations scolaires, des choses qui le faisaient sortir du lot et attirer l'attention. J'adorais lire de la science-fiction et bricoler avec la technologie, passant des heures devant un vieil ordinateur que mon père avait acheté sur le marché d'occasion, le démontant pour comprendre comment il fonctionnait. Mais pour mes parents, c'était juste sec ou m'enfoncer le nez dans les ordinateurs, comme si mes centres d'intérêt étaient un défaut à corriger. Ces comparaisons répétées sont devenues une blessure qui couvait dans mon cœur, ne saignant pas, mais me faisant mal chaque nuit tardive. « Tu dois apprendre de ton frère », disait mon père chaque fois que je rentrais chez moi avec mon bulletin scolaire. Bien que mes notes fussent stables, elles étaient insignifiantes pour eux par rapport aux louanges que recevait Chase. J'avais l'impression de n'être qu'une ombre qui traînait derrière mon frère, une silhouette vague que personne ne remarquait ni ne nécessitait. Je ne ressentais pas de ressentiment envers Chase. C'était mon petit frère, et je l'aimais avec une affection fraternelle sincère. Mais chaque comparaison me poussait plus profondément en moi, construisant un mur invisible pour protéger mon cœur fragile. Un souvenir me hante encore aujourd'hui. Un après-midi de Noël, la famille s'est rassemblée autour de l'arbre. Chase a chanté Jingle Bells et a reçu une salve d'applaudissements. Je suis resté assis, tenant un cadeau fait à la main, une petite lampe LED que j'avais construite avec des pièces de rechange, espérant que mes parents l'aimeraient. Quand je le leur ai présenté, ma mère l'a regardé et a dit « Tu devrais passer plus de temps à jouer avec ton frère au lieu de bricoler ces choses inutiles. » J'ai hoché la tête, avalé mes larmes
et je me suis retiré dans ma chambre. Dans l'obscurité, je me suis demandé, serais-je un jour assez bien à leurs yeux? Serais-je toujours cette ombre? Mon enfance s'est déroulée dans des moments comme ceux-ci, m'apprenant que l'amour familial est parfois injuste et que les blessures invisibles peuvent faire plus mal que n'importe quelle lame. J'ai trouvé du réconfort dans les livres et la technologie où personne ne me comparait à personne d'autre. Mais au fond de moi, j'aspirais toujours au jour où mes parents me regarderaient, me verraient vraiment et réaliseraient que je n'étais pas l'ombre de Chase, mais Alvin, une personne avec sa propre valeur, calme et différente, même si je l'étais. Quand j'ai atteint l'adolescence, j'ai pensé que les choses changeraient, que je trouverais mon propre coin de ciel où je pourrais briller à ma manière. Mais non, l'ombre de Chase planait plus grande et plus sombre que jamais, et mes années de lycée n'ont fait qu'approfondir le sentiment que j'étais invisible dans ma propre famille et dans le monde qui m'entourait. Au lycée de Beckley, j'étais toujours le Alvin calme et réservé, avec à peine quelques amis proches. Je n'étais pas du genre à me fondre facilement dans la masse. Les couloirs bruyants, les groupes d'amis riant ensemble, ou les bals de l'école, tout cela me semblait étranger. Je préférais m'asseoir seul à la bibliothèque, parcourir des livres sur l'électronique ou dans le laboratoire informatique, tapant mes premières lignes de code sur le PC obsolète de l'école. Je trouvais de la joie à démêler des circuits ou à écrire de petits programmes. Mais cette joie était la mienne seule. Pour mes camarades de classe, j'étais juste cet enfant étrange collé à son ordinateur. Pour mes professeurs, j'étais un élève bon mais sans distinction, ne ressortant jamais. Chase était le contraire. Il était comme une pop star parmi la foule étudiante. Il a rejoint l'équipe de basket, a animé les événements de l'école et a toujours su faire rire les gens. Les professeurs aimaient Chase, non seulement pour son énergie, mais pour son talent à charmer les adultes. Une fois, j'ai surpris mon professeur principal parlant à ma mère lors d'une conférence parents-professeurs. Chase est vraiment un élève exceptionnel, toujours plein d'énergie. Ma mère a hoché la tête, rayonnante comme si les louanges étaient pour elle. Quant à moi, le professeur m'a mentionné en passant. Alvin s'en sort bien, mais il doit être plus extraverti. Je me suis assise dans le coin de la pièce, écoutant ma mère acquiescer, et cela m'a donné l'impression d'une autre pierre tombée dans ma poitrine. À la maison, les comparaisons continuaient, plus acérées que jamais, comme si mes parents étaient déterminés à me graver dans l'esprit que je n'arriverais jamais à la cheville de Chase. « Regarde ton frère », disait mon père, la voix pleine de fierté. Chaque fois que Chase ramenait une médaille de basket ou des éloges d'un professeur, ce genre d'énergie mène au succès. Toi, tu restes si calme. Qu'est-ce que tu vas accomplir? Ma mère était plus douce, mais ses mots blessaient plus profondément. Alvin, tu dois apprendre à parler, à te connecter comme ton frère. Si tu n'es pas bon avec les gens, il sera difficile d'aller loin dans la vie. Je me contentais de hocher la tête, sans jamais contester, mais chaque mot était comme une nouvelle entaille sur une vieille blessure, la faisant saigner silencieusement. Ce n'est pas que je n'essayais pas. J'ai travaillé tranquillement dur à l'école, maintenu des notes stables et nourri un rêve de devenir ingénieur. J'aimais l'ingénierie, la façon dont les circuits se connectaient, la façon dont les lignes de code créaient un système fonctionnel en douceur, tout cela était logique et non jugeant. Dans ce monde, j'avais le sentiment d'avoir de la valeur. J'ai commencé à rechercher des universités, en particulier l'Université de Virginie-Occidentale, réputée pour son programme d'ingénierie. Je rêvais d'un jour me tenir dans un laboratoire, créant quelque chose de mon propre,
prouvant que je n'avais pas besoin d'être comme Chase pour réussir. Mais j'ai gardé ce rêve pour moi parce que chaque fois que je mentionnais l'ingénierie, ma mère secouait la tête. À quoi serviront ces machines? Tu devrais apprendre à communiquer comme ton frère. Une fois, j'ai décidé d'essayer de changer. J'ai rejoint le club de sciences de l'école en espérant faire quelque chose qui rendrait mes parents fiers. Mon groupe a construit une petite maquette de fusée et nous avons été choisis pour la présenter à la foire scientifique de l'école. Je me suis préparé nerveusement, pensant que cette fois, mes parents me verraient différemment. Mais le jour de l'événement, Chase avait un match de basket important et mes deux parents sont allés l'encourager. Je me suis tenu sur scène en présentant notre fusée, jetant un coup d'œil au public et voyant leur siège vide. Plus tard, à la maison, ma mère a simplement dit « J'étais occupée à regarder le match de ton frère. La prochaine fois, préviens-moi à l'avance pour que je puisse planifier. » J'ai hoché la tête, mais au fond, je savais qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Quand j'ai reçu la lettre d'acceptation de l'Université de Virginie-Occidentale pour le programme de génie électrique, cela a ressemblé à un rayon de lumière perçant le long tunnel sombre de ma vie. Debout aux portes de l'université, contemplant les amphithéâtres imposants et les laboratoires modernes remplis d'équipements de pointe, je me suis dit « C'est là que je suis à ma place ». L'université n'était pas seulement une chance d'apprendre, c'était un endroit où j'espérais façonner qui j'étais, sortir de l'ombre de Chase et prouver que j'avais de la valeur, même d'une manière différente. Mes premiers jours à Morgantown furent comme un homme assoiffé trouvant un ruisseau. J'ai plongé dans mes études avec ferveur, savourant le temps passé dans le laboratoire à bricoler des circuits complexes ou à écrire des lignes de code qui faisaient fonctionner un petit système en douceur. Chaque fois qu'un de mes programmes s'exécutait avec succès avec Hello World clignotant à l'écran, mon cœur battait la chamade comme si je venais de créer un monde à moi. Je n'avais pas besoin d'un public ni d'applaudissements, juste la connaissance que je me rapprochais de mon rêve de devenir ingénieur. Pendant que je me noyais dans les devoirs et les emplois à temps partiel pour couvrir les frais de scolarité, Chase empruntait une voie complètement différente. Il a abandonné l'université après seulement 1 an, déclarant que l'école était restrictive et pas pour quelqu'un comme lui. Au lieu de cela, il s'est lancé dans le travail indépendant, poursuivant des entreprises qui semblèrent grandioses mais étaient vagues. Il appelait fréquemment à la maison, racontant à nos parents des histoires d'idées d'investissement, de connexions de haut niveau avec des entrepreneurs de la ville ou de plans qui changeraient leur vie. Chaque fois qu'il venait, Chase apparaissait comme une star, vêtu de nouvelles chemises impeccables, arborant le dernier téléphone et racontant des histoires de gros contrats qu'il était sur le point de signer. Je le regardais, me demandant d'où venait l'argent quand il n'avait pas d'emploi stable. Nos parents, comme s'ils suivaient un script familier, continuaient de favoriser Chase. Ils l'admiraient, le qualifiant de go-getter et de visionnaire. Chase ose sortir et prendre des risques, disait mon père, la voix débordant de fierté, tandis que je restais assise silencieusement, serrant mon verre d'eau. Mais toi, Alvin, tu ne fais qu'un travail régulier. Qu'est-ce que cela va t'apporter? Tu dois apprendre de ton frère et rêver grand. Ces mots étaient comme du sel frotté sur une vieille blessure, la faisant saigner silencieusement. Je voulais crier que je travaillais dur, que chaque mois je me privais et économisais pour payer les frais de scolarité, le loyer et les manuels techniques coûteux. Mais je suis resté silencieux comme je l'avais toujours fait, sachant que parler ne changerait rien. Ce qui faisait le plus mal, c'était la façon dont mes parents soutenaient Chase, sans penser à mes difficultés, pour lancer ses entreprises. Chase leur demandait fréquemment de l'argent, parfois pour une application technologique prometteuse, d'autres fois pour se plaindre et dîner avec des partenaires commerciaux dans des restaurants chics.
Mes parents n'hésitaient pas à puiser dans leurs économies ou même à contracter des prêts pour lui en donner. Chase a besoin de cette opportunité pour s'élever, disait ma mère, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Pendant ce temps, je devais me débrouiller seul à l'université. Frais de scolarité, loyer, nourriture, livres, tout dépendait de travaux à temps partiel exténuants. J'ai travaillé comme serveuse dans un café, lavé la vaisselle dans un restaurant et réparé occasionnellement des ordinateurs pour des camarades de dortoir pour gagner quelques dollars supplémentaires. Une fois, j'ai hésité à appeler ma mère pour demander une petite somme afin d'acheter un livre technique requis pour un cours. Elle a soupiré au téléphone. « C'est serré, Alvin. Je viens d'envoyer de l'argent à Chase pour son entreprise. Tu devras te débrouiller. » J'ai raccroché, me suis assise dans ma chambre louée et regardé la pile de livres d'occasion sur mon bureau et me suis dit que je devais faire plus d'efforts. Mes années d'université furent comme vivre en machine, courant entre les études, le travail et la poursuite de mes rêves d'ingénieur. J'ai maintenu d'excellentes notes et obtenu un stage dans une petite entreprise technologique à Morgantown, où j'ai travaillé aux côtés de vrais ingénieurs. Enthousiasmé. J'ai partagé la nouvelle avec mes parents par téléphone, espérant qu'ils seraient m'en fiers. Mais ma mère n'a fait que marmonner. « C'est bien, Alvin. Continue d'être indépendant. » J'ai arrêté de partager après cela, ne me confiant qu'à quelques amis proches, à l'école, qui comprenaient la valeur du code que j'écrivais, ou des circuits que je concevais. Chase, quant à lui, continuait de se montrer sur les réseaux sociaux. Des photos de lui posant à côté de voitures élégantes, s'enregistrant dans des bars haut de gamme ou exhibant des montres coûteuses avec des légendes confiantes comme « La route du succès n'est jamais facile ». J'ai regardé ces posts en me demandant d'où venait l'argent quand nos parents, qui avaient qu'à passer leur vie à économiser, luttaient pour le soutenir. Une fois, j'ai surpris ma mère se vantant auprès d'une voisine du grand projet de Chase. Sa voix pleine de fierté pendant que j'étais mentionné seulement comme « Alvin, qui est à l'université, va probablement devenir ingénieur ». Même de loin, l'ombre de Chase pesait lourdement sur moi. Chaque fois que j'appelais à la maison, ma mère se vantait de ses grands projets, tandis que je recevais des questions superficielles. « Comment sont tes études ? Ça va ?» Je répondais brièvement, sachant qu'il ne s'en souciait pas vraiment. J'aimais toujours ma famille et je tenais à Chase, mais le sentiment d'être négligé me poussait de plus en plus loin. Je me suis dit que je prouverais ma valeur, non pas par des fanfaronnades, mais par ce que j'accomplissais. Je voulais devenir un ingénieur compétent, construire une vie stable, non pas pour éclipser Chase, mais pour être moi-même. Alvin, une personne avec sa propre valeur, calme et différente, même si je l'étais. Après 4 années éprouvantes à l'Université de Virginie occidentale, j'ai obtenu mon diplôme en génie électrique et une offre d'emploi d'une entreprise technologique à Austin, au Texas. Tenant cette lettre d'offre dans ma main, j'ai eu l'impression que le monde entier s'ouvrait devant moi. Austin était une ville animée, un monde à part de la quiétude de Beckley, avec ses gratte-ciels imposants, ses cafés hipsters et une communauté technologique florissante. Mon nouveau travail en tant qu'ingénieur logiciel me permettait de travailler sur des projets passionnants aux côtés de collègues passionnés. Mon revenu était décent, suffisant pour vivre confortablement à Austin, mais j'ai choisi de vivre sobrement. J'ai loué un petit appartement, mangé des repas simples et alloué la majeure partie de mon salaire au remboursement des prêts étudiants qui planaient encore sur mes années d'université. Je n'avais pas besoin de voitures de luxe ou de vêtements coûteux, des choses que Chase affichait toujours. Pour moi, la stabilité était la chose la plus précieuse,
quelque chose que j'avais gagné grâce à des quarts de travail épuisants et des nuits blanches à étudier. Je voulais construire une vie solide, pas seulement pour moi, mais pour que, un jour, mes parents puissent me regarder avec fierté. Mais ensuite, un appel de maman a tout changé. Papa, après des années de travail dans les mines de charbon, a dû prendre sa retraite anticipée en raison de sa santé déclinante. Les années à respirer la poussière de charbon avaient eu des conséquences sur ses poumons, et le médecin lui avait déconseillé tout travail pénible. Maman, habituée à son emploi de comptable, est passée à un travail à temps partiel en raison de son âge et du stress que cela impliquait. Le revenu de la famille a chuté au point que maman a dû compter chaque sou pour couvrir les dépenses mensuelles. Entendre sa voix au téléphone, remplie d'inquiétude, alors qu'elle parlait des factures de services publics et des coûts des médicaments de papa, me faisait mal au cœur. J'ai décidé d'envoyer de l'argent pour subvenir aux besoins de mes parents chaque mois. Ce ne fut pas une décision facile. La vie à Austin n'était pas bon marché. Mais je ne pouvais pas rester là à les regarder lutter. Chaque mois, je mettais de côté une partie de mon salaire, environ 2500 $ pour les aider à joindre les deux bouts. Je voulais faire cela discrètement, sans que mes parents aient l'impression que je me vantais ou que je faisais quelque chose de grand. Il y avait cependant un problème. Mes parents, surtout maman, n'étaient pas doués pour les virements bancaires. Ils étaient habitués à l'argent liquide, et chaque fois que je mentionnais les applications bancaires, maman se plaignait. C'est trop compliqué. J'ai pensé à Chase, qui vivait toujours à Beckley, près de nos parents. Je l'ai appelé, lui proposant ce qui me semblait être une solution pratique. Je lui transférerais l'argent et il le retirerait en espèces pour le remettre directement à nos parents. C'est rapide et simple, ai-je dit, et Chase a immédiatement accepté, sa voix débordant d'enthousiasme. Ne t'inquiète pas, grand frère, je m'en occupe. J'avais confiance en Chase. Malgré son style de vie tape à l'œil et son irresponsabilité occasionnelle, je le voyais toujours comme mon petit frère, quelqu'un qui ne ferait rien pour nuire à notre famille. Chaque mois, je virais diligemment l'argent, y compris une note dans la description de la transaction pour les parents. Je ne vérifiais pas et ne demandais pas à maman si elle avait reçu l'argent parce que je supposais que c'était une évidence. Je voulais juste qu'ils vivent plus confortablement et je voulais le faire tranquillement sans que personne ne sache que j'étais derrière ça. Je me suis dit que même si mes parents ne reconnaissaient jamais mes efforts, au moins je remplissais mon devoir de fils. À Austin, ma vie se mettait progressivement en place. Mon travail d'ingénieur logiciel me procurait non seulement un revenu stable, mais m'apportait aussi une joie sincère. J'aimais les matins passés au bureau, à siroter du café noir, à coder à la fenêtre avec vue sur les rues animées en contrebas. Mais même si j'étais loin de chez moi, ma responsabilité envers mes parents restait une partie inséparable de moi. Après avoir décidé d'envoyer 2500 $ par mois à mes parents via le compte de Chase, j'ai continué mon travail et ma vie à Austin, avec la mentalité que je faisais la bonne chose discrètement. J'imaginais ma mère utilisant cet argent pour acheter des médicaments à mon père, réparer le toit qui fuyait ou simplement vivre plus confortablement. Je n'ai pas appelé pour vérifier les choses parce que je faisais confiance à Chase, mon jeune frère qui a grandi avec moi à travers nos journées à Beckley pour s'occuper de la famille en mon nom. Cette confiance, rétrospectivement, fut peut-être ma plus grosse erreur. Parfois, j'appelais à la maison et j'entendais ma mère se plaindre du coût de la vie. « Les médicaments de ton père coûtent si cher, Alvin, » disait-elle, la voix pleine d'inquiétude. « Le toit fuit encore, ça a coûté 1000 $ à réparer. » Dans ces moments-là, mon cœur se serrait. J'augmentais le montant que j'envoyais. Parfois 2700 $, parfois 3000 $, même si cela signifiait réduire mes dépenses à Austin.
manger moins au restaurant, sauter les sorties avec mes collègues. Je ne me suis pas plaint parce que je pensais faire ce qu'il fallait. Je voulais juste que mes parents vivent confortablement, à l'abri des soucis des années où ils se sont privés et ont économisé pour nous élever. Mais pendant que je vivais frugalement, Chase devenait de plus en plus extravagant. Sur les réseaux sociaux, je le voyais exhibant une nouvelle voiture, un SUV rutilant et une montre de designer scintillant à son poignet sur des photos prises dans des bars chics. Il postait des statuts pleins de confiance. Gros travail, grosse vie. J'ai regardé ses posts en me demandant d'où venait l'argent, puisqu'il travaillait toujours en freelance avec des projets jamais tout à fait clairs. Mais j'ai écarté mes doutes, me disant que peut-être il avait enfin réussi, que ses investissements avaient porté leurs fruits. Je ne voulais pas mal penser de mon frère, même si parfois une petite voix dans ma tête me prévenait que quelque chose n'allait pas. Au milieu de mes journées chargées à Austin, Pamela est entrée dans ma vie comme un rayon de soleil chaud. Elle travaillait au département marketing de l'entreprise avec un sourire radieux et des yeux qui savaient écouter. Nous avons commencé par de brèves conversations, pendant les pauses déjeuner, où je parlais maladroitement d'un bug de codage tenace et elle partageait des détails sur une nouvelle campagne publicitaire. Progressivement, les cafés après le travail nous ont rapprochés. Pamela n'était pas juste une petite amie. Elle était ma première confidente. Elle m'a aidé à oublier les journées de travail exténuantes, les nuits blanches à m'inquiéter de l'argent et la tristesse persistante d'être comparée à Chase. Un soir, alors que nous étions assis sur un banc de parc sous la douce lueur des lampadaires, je lui ai parlé de mon enfance à Beckley, de vivre dans l'ombre de Chase et d'envoyer de l'argent à mes parents par son intermédiaire. Pamela a écouté sans jugement, puis m'a pris la main et a dit « Alvin, tu fais une chose formidable en prenant soin de tes parents, mais tu dois être plus transparent. Fais-leur savoir que c'est toi qui envoies l'argent pour qu'ils puissent voir ton cœur. » J'ai souri et j'ai ignoré sa remarque. Pas besoin. Je veux juste que les choses soient simples, discrètes. Pamela a secoué la tête, les yeux remplis d'inquiétude. Tu fais trop confiance à Chase. Sois prudent. Tout le monde n'est pas ce qu'il semble être. Nos rendez-vous avec Pamela sont devenus une guérison. Elle m'emmenait à des concerts dans de petits bars, m'apprenait à danser malgré ma maladresse et cuisinait des dîners simples avec moi dans mon appartement. Une fois, alors que j'étais épuisé par un projet au travail, Pamela est arrivée avec une assiette de biscuits faits maison et nous nous sommes assis à regarder un film comique, riant jusqu'à en avoir mal aux côtes. « Tu n'as pas besoin d'être comme les autres », m'a-t-elle dit, posant sa tête sur mon épaule. « Tu es Alvin et c'est suffisant. » Ces moments me faisaient me sentir plus léger, comme si l'ombre de Chase s'estompait lentement, remplacée par la chaleur de l'amour de Pamela. Mais son conseil sur la transparence restait dans mon esprit. Je ne voulais pas croire que Chase puisse faire quoi que ce soit de mal, mais ses publications tapageuses, la nouvelle voiture, les fêtes somptueuses, commençaient à susciter une vague inquiétude en moi. Je ne savais pas que ce sentiment me conduisait vers une vérité douloureuse. Une vérité qui allait exploser lors de la fête d'anniversaire de ma mère, où ma confiance serait brisée et tout ce que je pensais savoir sur ma famille serait bouleversé. Le 65e anniversaire de ma mère fut la première fois que je retournais à Beckley après près d'1 an d'activité à Austin. Je voulais faire quelque chose de vraiment spécial pour la célébrer. J'ai passé des semaines à préparer un cadeau, un appareil photo numérique compact, facile à utiliser avec un grand écran et des boutons simples. Parfait pour maman, qui avait un jour mentionné vouloir capturer les moments en famille et les marges de sa jardin. Je suis allé dans un magasin d'électronique à Austin, testant chaque modèle, pesant soigneusement les marques. Pamela, ma petite amie,
m'a même aidé à vérifier les fonctionnalités, s'assurant que maman adorerait. Ta mère va adorer ça, a dit Pamela avec un sourire. Ses yeux pétillants alors que nous emballions le cadeau dans du papier cadeau vert, la couleur préférée de maman, et écrivions une carte qui disait « Joyeux anniversaire, maman !» d'Alvin et Pamela. Que là, Pamela a accepté de m'accompagner à Beckley, pas seulement pour la fête, mais aussi pour rencontrer ma famille. J'étais plus nerveux que jamais. C'était la première fois que j'amenais une petite amie à la maison, et je voulais que ma famille voie que j'étais différent maintenant. Un Alvin mature, avec un emploi stable, une vie respectable et un partenaire merveilleux. Dans l'avion d'Austin, je me suis assis à côté de Pamela, regardant par la fenêtre de l'avion les nuages blancs qui dérivaient. Elle m'a tenu la main et a murmuré « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. J'ai hâte de rencontrer tes parents, même s'ils sont un peu biaisés, comme tu l'as dit. » J'ai souri, mais mon cœur était lourd. J'avais parlé à Pamela de mon enfance, de l'ombre de Chase, du fait d'être constamment comparé à lui. Mais j'espérais toujours que cette fête serait une occasion de réparer les choses, que mes parents me verraient différemment sans me comparer à lui. Le trajet de l'aéroport à Beckley nous a emmenés à travers des routes familières où les collines verdoyantes se dressaient silencieusement comme des souvenirs d'enfance. Notre ancienne maison familiale est apparue avec son porche légèrement écaillé, ses tuiles de toit patinées et le petit jardin de maman fleurissant de marguerites jaunes. Je suis sorti de la voiture, prenant une profonde inspiration, inhalant l'odeur de l'herbe humide dans l'air de la maison. Pamela a souri, tirant sa petite valise, semblant aussi naturelle que si elle appartenait à cet endroit. J'ai serré maman dans mes bras, remarquant qu'elle était plus mince que la dernière fois que je l'avais vue. Ses cheveux striés de plus de gris. Papa était assis dans un fauteuil dans le salon, toussant à plusieurs reprises, son visage pâle des années de travail dans les mines, mais il a réussi à sourire en me voyant. J'ai présenté Pamela et maman l'a serrée dans ses bras, disant « Entre, ne sois pas timide. » Pamela a souri, répondant chaleureusement « Merci. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Alvin. » Chase est apparu peu après, sortant de la cuisine dans un costume bleu marine impeccable, une chemise blanche et une montre brillante à son poignet. Il m'a tapé sur l'épaule, riant fort. « Tu es de retour, hein? Toujours le gars de la tech. Ne change jamais. » J'ai souri en retour, essayant de ne pas remarquer le regard de maman qui m'a brièvement traversé avant de se poser sur Chase, comme pour nous comparer. Pamela m'a murmuré « Ton frère sait vraiment comment voler la vedette. » J'ai hoché la tête, sans rien dire. La fête a eu lieu dans le salon, décoré d'or, de guirlandes et de ballons. La table de la salle à manger était chargée de gâteaux, de biscuits faits maison et d'un vase de marguerites que maman avait cueilli dans le jardin. Les parents se sont rassemblés et la pièce bourdonnait de rires et de bavardages. Il y avait tante Linda, qui adulait toujours Chase. Oncle Frank, qui aimait raconter des histoires de sa jeunesse, et quelques voisins proches. Pamela s'est rapidement intégrée, discutant joyeusement avec tante Linda de son travail en marketing à Austin, de la conception d'une campagne publicitaire pour l'entreprise. Je l'ai regardée, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude. Je voulais que ma famille voie Pamela non seulement comme ma petite amie, mais comme quelqu'un qui me comprenait, qui me faisait sentir valorisé. Mais ensuite, comme un script familier, la conversation s'est tournée vers Chase. Tante Linda, à mi-chemin de sa gorgée de thé, s'est tournée vers lui, la voix pleine d'admiration. « Chase, tu es un fils si beau. Envoyer de l'argent à tes parents chaque mois, régulier comme une horloge. Cette famille a de la chance de t'avoir. »
D'autres ont hoché la tête, acquiesçant. Exactement. Ce garçon sait comment s'occuper de sa famille, pas comme certains qui ne vivent que pour eux-mêmes. Mon cœur s'est serré. Pamela m'a serré la main sous la table, ses yeux disant « Ne laisse pas ça t'atteindre ». Maman, comme pour jeter de l'huile sur le feu, m'a regardé avec des yeux reproches. « Alvin, pourquoi ne peux-tu pas être ne serait-ce qu'une fraction comme Chase? Tu devrais apprendre de lui. Chase s'occupe de toute cette famille. Tu le sais. » Ces mots, tranchants comme un couteau, ont entaillé profondément des blessures que j'avais essayé d'enterrer pendant des années. Pamela m'a serré la main plus fort, murmurant « Reste calme, Alvin. Ne les laisse pas te blesser. » Mais je ne pouvais plus rester calme. Des années à me retenir, des années à entendre des comparaisons, des années à envoyer silencieusement de l'argent sans reconnaissance. Tout a explosé en moi comme un feu incontrôlable. Je me suis levé brusquement, la chaise en bois raclant bruyamment, surprenant tout le monde. Ma voix tremblait, mais était résolue. Si c'est le cas, à partir de maintenant, laisse Chase gérer toutes les factures. J'arrêterai d'envoyer de l'argent. La pièce est tombée dans un silence, comme si l'air avait été aspiré. Les yeux de mes parents se sont écarquillés de choc. Papa, sa voix marquée par la maladie, a parlé. « Quel argent? Nous n'avons jamais rien reçu de toi. » Maman a hoché la tête. Son ton était vif. « Alvin, ne dis pas de bêtises. Tu travailles loin. Tu ne te soucies jamais de nous. Quand as-tu déjà envoyé de l'argent? » J'ai senti le sang affluer à ma tête, un mélange de douleur et de colère. Pamela m'a regardé, ses yeux inquiets mais encourageants. J'ai pris une profonde inspiration, sorti mon téléphone de ma poche et ouvert l'application bancaire. Mes doigts ont parcouru l'historique des transactions. Chaque ligne était claire comme le jour. D'only $500 chaque mois, parfois $2 700, parfois $3 000, tous transférés sur le compte de Chase avec la note « Pour les parents ». Je tenais l'écran pour que tout le monde voie ma voix calme mais glaciale. Voilà depuis 2 ans. Chaque mois, j'envoie de l'argent à Chase pour vous le donner. Vous dites que je ne m'en soucie pas. Alors qu'est-ce que c'est? La pièce est devenue complètement silencieuse. La bouche de maman s'est ouverte, ses mains tremblant comme si elle voulait toucher l'écran. Papa s'est redressé, les yeux écarquillés, sa voix « Alvin, est-ce vrai ?» Les parents ont commencé à murmurer, leurs regards admiratifs sur Chase se transformant en suspicion. Tante Linda a murmuré « Mon Dieu, que se passe-t-il ?» Oncle Frank, d'habitude silencieux, s'est tourné vers Chase. Son ton était sévère. « Chase, qu'est-ce que c'est que cet argent? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que ton frère t'envoie ?» Son ton n'était pas en colère, mais portait une profonde déception, comme s'il venait de perdre quelque chose de précieux. Chase a levé la tête, ses yeux fuyants, puis a bégayé. « Je ne voulais pas, papa. J'ai juste emprunté pour un moment. Je le rembourserai plus tard. » Il a pris une profonde inspiration, et finalement, incapable de supporter le poids des regards braqués sur lui, il a avoué « J'ai gardé la majeure partie de l'argent. Je ne vous ai donné à toi et maman qu'un peu, quelques centaines par mois, pour que vous pensiez que je m'occupais de la famille. J'avais besoin de l'argent pour payer des dettes, pour maintenir les apparences. Je ne voulais pas que vous soyez déçus de moi. » La pièce est retombée dans le silence, mais cette fois, c'était un silence plus lourd, comme si tout le monde essayait de digérer la confession de Chase. Tous ces mois où j'avais dû me priver et économiser, vivre frugalement, travailler les heures supplémentaires pour envoyer de l'argent à la maison pour mes parents, tout cela avait été un outil pour Chase afin de maintenir son image de fils modèle.
Je l'ai regardé, cherchant une trace du petit frère qui me courait autrefois après dans le jardin pour jouer au ballon, qui partageait un biscuit fait par maman avec moi. Mais devant moi maintenant se tenait un jeune homme, le visage rouge de honte et les yeux évitant les miens. Pamela, debout à côté de moi, a dit doucement à la pièce. Alvan ne voulait pas faire de gros problèmes à ce sujet. Il voulait juste que ses parents vivent bien sans souci. Mais je pense qu'à partir de maintenant, les choses doivent être plus claires. Alvin mérite d'être reconnu. Pas pour l'argent, mais pour son cœur. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux doux. Tu me rends fier, Alvin. Je sais que tu ne voulais pas te vanter. Mais aujourd'hui, tu devais parler pour te protéger. Ces mots étaient comme une brise fraîche, apaisant la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Mais ils m'ont aussi rappelé que si j'avais écouté ces conseils dès le début, les choses ne seraient peut-être pas allées aussi loin. Chase, après un long silence, a finalement parlé, la voix tremblante. Alvin, je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. J'ai eu des dettes. Mes projets, ils n'étaient pas comme je le disais. J'ai perdu de l'argent, accumulé des dettes, et j'avais besoin de l'argent pour maintenir les apparences pour que maman et papa ne soient pas déçus. Il a baissé la tête, la voix étranglée. J'avais tort. Je ne pensais pas que les choses iraient aussi loin. Sa confession m'a laissé à la fois en colère et plein de pitié. En colère parce qu'il avait menti et m'avait utilisé, mais plein de pitié parce que c'était mon frère, et je savais qu'il était aussi une victime des attentes qu'il s'était imposées. La vérité sur Chase s'est lentement révélée. Les grands projets dont il se vantait sur les réseaux sociaux, le SUV, la montre de designer, les fêtes somptueuses, tout cela était financé par des prêts, des dettes, et pire encore, l'argent que j'avais envoyé pour nos parents. Il avait utilisé la majeure partie pour maintenir son style de vie tape à l'œil, ne donnant à nos parents que quelques centaines par mois, juste assez pour qu'ils pensent qu'il était le fils modèle. Je l'ai regardé, mon cœur déchiré entre la douleur et la déception. Mais plus que tout, j'ai réalisé que la distance entre nous n'était pas seulement une question de personnalité, c'était une question d'honnêteté. Maman a couvert son visage, sanglotant. Elle a attrapé ma main, la voix tremblante. « Alvin, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que tu faisais autant. J'avais tort toutes ces années. » Papa, sa voix, m'a regardé avec des yeux pleins de regrets. « J'avais tort, Alvin. J'ai toujours pensé que tu ne te souciais pas de la famille, que Chase était celui qui veillait sur nous. Je n'aurais jamais imaginé toi. » Il a laissé les mots en suspens, comme s'il ne trouvait pas les mots. J'ai vu ses yeux rougir, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti qu'il me voyait vraiment. Pas comme l'ombre de Chase, mais comme son fils. Les parents dans la pièce, de tante Linda à oncle Frank, ont commencé à murmurer. Tante Linda, qui avait toujours loué Chase, a tranquillement posé sa tasse de thé, les yeux confus. Oncle Frank m'a regardé, la voix basse. « Alvin, je n'avais aucune idée que tu faisais si discrètement tant de choses. Je pensais toujours qu'il... » Il n'a pas fini, mais ses yeux, pour la première fois, portaient un respect que je n'avais jamais vu auparavant. Un voisin a murmuré « Il s'avère qu'Alvin est celui qui porte la famille. Qui l'aurait cru ?» Je les ai regardés tous, mon cœur déchiré entre la douleur et le soulagement. La vérité était sortie, mais elle n'avait pas apporté la joie que j'espérais. Je voulais juste que mes parents vivent bien, sans souci. Mais maintenant, je réalisais que ma confiance avait été trahie, et ma famille
avait été obscurcie par des mensonges et du favoritisme. Chase a levé la tête, les yeux pleins de remords. « Alvin, je vais te rembourser l'argent. Je promets que je vais me rattraper. » Mais je ne savais pas si cette promesse était digne de confiance. Tout ce que je savais, c'est qu'à partir de ce moment, tout dans notre famille avait changé pour toujours. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix calme. « Maman, papa, ai-je commencé, mon regard balayant la pièce. Je ne voulais pas que les choses en arrivent là. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est que vous viviez bien sans souci. Mais ce qui vient de se passer, ça m'a fait tout repenser. Je ne peux pas continuer comme avant. » Maman m'a regardé, les yeux toujours remplis de larmes, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. J'avais besoin de tout dire pour fixer des limites que je n'avais jamais osé envisager auparavant. « Si vous voulez que je continue à vous soutenir, » ai-je dit, ma voix lente mais résolue. « J'ai quelques conditions. Premièrement, je ne veux plus entendre de comparaison entre moi et Chase. J'ai vécu toute ma vie dans son ombre, et j'en ai marre. Je suis Alvin, pas une version inférieure de Chase. » J'ai regardé maman, puis papa, mes yeux pas en colère, mais fermes. Deuxièmement, à partir de maintenant, toutes les dépenses doivent être transparentes. Je vous enverrai l'argent directement, ou je paierai les factures moi-même. J'ai besoin de savoir que mon argent est utilisé pour son objectif prévu. Et troisièmement, Chase doit aussi contribuer. S'il veut faire partie de cette famille, il doit assumer ses responsabilités, pas seulement faire des promesses vides. La pièce est tombée dans le silence. Maman a hoché lentement la tête, les larmes coulant toujours sur ses joues. « Alvin, je suis d'accord, » a-t-elle dit, la voix étranglée par l'émotion. « J'ai eu tort de te comparer à ton frère. Je promets que je ne le ferai plus. J'ai juste voulu que notre famille soit harmonieuse, mais j'ai fait tellement d'erreurs. » Papa a pris la parole, lui aussi. « Je suis d'accord, Alvin. Tu as raison. Désormais, tout sera transparent. Nous ne laisserons plus cela se reproduire. » Chase, toujours la tête baissée, a finalement levé les yeux. Son visage était rouge, ses yeux remplis de honte, mais aussi d'une lueur de détermination. « Alvin, » a-t-il dit, la voix tremblante. « Je sais que j'ai eu tort. Je ne m'excuse pas seulement. Je vais essayer de arranger les choses. Je vais contribuer. J'aiderai maman et papa, et je vivrai de manière plus responsable. » Il m'a regardé, ses yeux implorant une chance. « Je ne veux pas perdre cette famille, et je ne veux pas que tu penses mal de moi pour toujours. » Ces mots, bien que je ne sois pas entièrement sûr de pouvoir les croire, ont adouci mon cœur. Pamela, assise à côté de moi, a esquissé un léger sourire et a murmuré « Tu as bien fait, Alvin. Poser des limites est nécessaire, et je crois que ta famille comprendra. » Elle s'est tournée vers maman, la voix douce. « Madame, je sais que c'est difficile, mais Alvin veut juste de l'équité et de la transparence dans la famille. Il vous aime tellement, vous et votre mari. » Maman a hoché la tête, serrant la main de Pamela, souriant comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Ce qui était censé être une occasion joyeuse était devenu un tournant pour notre famille. Maman, après avoir essuyé ses larmes, s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. « Mon fils, je suis si fière de toi, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. » Papa, incapable de se tenir debout, m'a saisi la main, les yeux pleins de gratitude. J'ai ressenti une petite étincelle de chaleur dans mon cœur.
Non pas pour la reconnaissance, mais parce que pour la première fois, j'ai senti l'amour de ma famille non obscurci par les comparaisons. La fête d'anniversaire s'est terminée dans le calme, personne n'étant d'humeur à couper le gâteau ou à lever les verres pour trinquer. Les parents sont partis un par un. Les chuchotements sur Chase et la vérité qui venait d'être révélée persistaient dans l'air. Pamela m'a tenu la main, ses yeux étant une ancre stable au milieu de la tempête d'émotions. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je savais que j'avais besoin de temps pour tout assimiler. La vérité avait été mise à nu, me laissant avec des sentiments mitigés. Le soulagement d'être enfin vu, mais la douleur que ma confiance en Chase ait été brisée. J'ai regardé maman, papa et Chase, ma famille, les gens que j'aimais, et je me suis demandé si nous pouvions guérir ces fissures. Dans les mois qui ont suivi, je suis retourné à Austin et j'ai continué mon travail en tant qu'ingénieur logiciel, mais avec une nouvelle résolution. Je prendrai soin de mes parents, mais selon mes propres termes, avec des limites claires. J'ai ouvert un compte bancaire joint avec maman, lui apprenant à vérifier le solde via une application, bien qu'elle se plaignait toujours que c'était trop compliqué. J'envoyais de l'argent directement sur ce compte, 2500 $ chaque mois, ajoutant parfois un peu plus quand maman mentionnait des dépenses imprévues, comme la réparation de la plomberie ou l'achat de nouveaux médicaments pour papa. Mais cette fois, je me suis assuré que tout soit transparent. J'envoyais à maman des copies des reçus, j'appelais pour confirmer qu'elle avait bien reçu l'argent et je lui demandais sa vérification. Je ne veux pas que le passé se répète, lui ai-je dit au téléphone, ma voix douce mais ferme. Je comprends, Alvin. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Comme il l'avait promis, maman et papa ont commencé à changer. Ils ont arrêté de me comparer à Chase, ne mentionnant plus le frère cadet intelligent ou la fierté de la famille. Au lieu de cela, maman appelait régulièrement, s'enquérant de mon travail à Austin, des projets sur lesquels je travaillais. Être ingénieur doit être difficile, n'est-ce pas ? A-t-elle demandé, la voix curieuse. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle s'intéressait vraiment à mon monde, le monde du code et des circuits. Papa, malgré sa santé déclinante, a commencé à raconter aux voisins Calvin, l'ingénieur de la grande ville. Une fois, il m'a appelé, la voix, mais chaleureuse. « Je suis fier de toi, Alvin. J'ai eu tort de ne pas le voir plus tôt. » Ces simples mots sincères étaient comme un baume guérissant les cicatrices de mon cœur. Chase, après les incidents de la fête, a eu du mal à se relever. Il m'a avoué que ses grands projets n'étaient que des paris ratés. Il devait de l'argent aux banques, à des amis et même à des requins de prêt. « Alvin, j'ai tellement essayé de réussir, de rendre maman et papa fiers, » a-t-il dit au téléphone, la voix pleine de regret. Mais j'ai pris le mauvais chemin. Je ne savais pas comment me consoler, mais je lui ai conseillé de trouver un emploi stable et de recommencer. Chase a hoché la tête, et pour la première fois, j'ai vu qu'il prenait sa promesse au sérieux. Il a trouvé un emploi dans un atelier de réparation automobile à Beckley, avec un salaire modeste, mais suffisant pour couvrir ses dépenses et contribuer un petit montant à nos parents. Chaque mois, il envoyait 300 $ à la maison. Pas beaucoup, mais c'était son premier effort réel pour vivre de manière responsable. Maman m'a dit que Chase avait commencé à passer plus de temps à la maison à aider papa à réparer la clôture ou à l'emmener au marché. « Il essaie, Alvin, » a-t-elle dit doucement. « Je sais qu'il avait tort, mais je crois qu'il va changer. » Je me suis senti soulagé, non seulement à cause des changements de Chase, mais parce que j'avais finalement échappé à l'ombre de la comparaison qui m'avait pesé pendant des années. Je ne ressentais plus le besoin de rivaliser avec lui ou de prouver ma valeur.
J'étais Alvin, un ingénieur logiciel, un fils, un homme vivant selon ses valeurs. Mon travail à Austin a prospéré. J'ai été promu chef d'équipe de projet, guidant un groupe de jeunes ingénieurs. Pamela était toujours à mes côtés, me soutenant pendant les journées chargées et les nuits où je m'inquiétais pour ma famille. Elle est devenue une partie indispensable de ma vie. Pas seulement une confidente, mais un rappel que je méritais d'être aimé et respecté. 1 an après cette fête d'anniversaire fatidique, Pamela et moi avons décidé de nous marier. Nous avons choisi une petite église dans la périphérie d'Austin, avec une atmosphère chaleureuse, une douce lumière filtrant à travers les vitraux sur des bancs en bois rustiques. Pamela, avec son sens du style raffiné, a insisté pour ajouter des marguerites blanches rappelant le jardin de maman et un groupe acoustique jouant de douces chansons d'amour comme Can't Help Falling in Love. Je voulais un mariage simple, mais Pamela en a fait une journée émouvante et inoubliable avec de petits détails qui me faisaient sourire. Des cartes écrites à la main pour les invités, une petite table de dessert avec des biscuits faits maison et une cabine photo avec un cadre en bois gravé de nos noms. « C'est notre journée, Alvin », a-t-elle dit, ses yeux pétillants. Mais c'est aussi une journée pour que ta famille voie à quel point tu es heureux. Chase a assisté, vêtu plus sobrement qu'auparavant, ne portant plus de montre de marque ni de costume tape à l'œil. Il m'a serré dans ses bras, disant « Félicitations, Alvin. J'essaie d'être une meilleure personne. » J'ai hoché la tête, sans évoquer le passé, mais dans mon cœur, j'espérais qu'il tiendrait sa parole. Le mariage était rempli de joie, sans favoritisme ni comparaison. Les parents de Beckley, y compris tante Linda et oncle Frank, étaient surtout là, et cette fois, ils parlaient de moi avec un respect sincère. « Alvin est vraiment un fils merveilleux », a dit tante Linda, ses yeux ne plus fixés sur Chase comme autrefois. J'ai souri, ressentant l'équité que j'avais attendue toute ma vie. Quand Pamela est entrée, portant une robe de mariée blanche, mon cœur a semblé s'arrêter. Elle avait l'air d'un rêve, ses cheveux tombant doucement, ses yeux brillant sous la lumière de l'église. Le groupe jouait une douce mélodie acoustique, et alors qu'elle s'approchait, prenant ma main, j'ai su que ce n'était pas seulement un nouveau départ pour moi, mais pour notre famille. La cérémonie était remplie de joie, sans favoritisme ni comparaison, seulement de l'amour et des retrouvailles. Alors que nous échangions nos vœux, j'ai regardé dans les yeux de Pamela et j'ai dit « Je promets de t'aimer et de te chérir de la manière dont tu m'as aidé à me retrouver. » Pamela a souri, sa voix étranglée par l'émotion. « Et je promets d'être toujours à tes côtés, Alvin, quoi qu'il arrive. » Nous avons échangé nos alliances, et quand je l'ai embrassée, des applaudissements ont éclaté de la famille et des amis. J'ai regardé mes parents, maman essuyant ses larmes, papa souriant, et Chase debout dans un coin, faisant un léger signe de tête comme en signe de soutien. Ma famille, autrefois divisée par le favoritisme et les mensonges, retrouvait lentement le chemin de l'amour, de l'équité et de la clarté. Des années plus tard, Pamela et moi avons construit une vie pleine de joie. Nous avons acheté une petite maison à Austin, avec un petit jardin où Pamela plantait des marguerites, tout comme celle du jardin de maman à Beckley. J'ai continué mon travail dans l'entreprise technologique et Pamela a lancé une petite entreprise de conseil en marketing où elle brillait par sa créativité et sa passion. Nous rendions souvent visite à mes parents, leur apportant de petits cadeaux, un nouvel appareil photo pour maman, un fauteuil confortable pour papa. Mes parents nous accueillaient maintenant avec des sourires et des histoires qui ne se concentraient plus sur Chase. Ils parlaient du jardin de maman, de la santé de papa, et s'informaient de notre vie à Austin. Tant que tu es heureux,
Je suis heureuse, a dit maman, ses yeux sans aucune trace de favoritisme. Chase, après des années de lutte, a finalement trouvé son chemin. Il a remboursé ses dettes grâce à son emploi stable à l'atelier de réparation automobile et a ensuite ouvert un petit garage à Beckley. Son entreprise se portait bien, pas les grands projets dont il se vantait autrefois, mais assez pour qu'il soit fier de ses réalisations. Il continuait d'envoyer 300 $ par mois à nos parents, ajoutant parfois un peu plus quand il le pouvait. Il a commencé à réparer ses erreurs passées, non seulement avec de l'argent, mais avec des actions. Réparer le toit de nos parents, emmener papa au rendez-vous chez le médecin, ou simplement partager un dîner avec eux. Une fois, il m'a appelé, la voix sincère. « Alvin, je sais que j'ai déconné, mais j'essaie d'être quelqu'un dont tu peux être fier. » J'ai souri au téléphone. « Continue d'essayer, Chase. Je crois en toi. » Et pour la première fois, j'ai vraiment cru qu'il pouvait le faire. Nos vies de frères, autrefois divisées par le favoritisme et les mensonges, avaient trouvé un équilibre. Je ne vivais plus dans l'ombre de Chase, et il ne courait plus après des attentes irréalistes. Notre famille, bien que pas parfaite, avait appris à s'aimer équitablement et transparentement. En regardant en arrière sur mon parcours, du garçon calme de Beckley à l'homme heureux aux côtés de Pamela, j'ai réalisé que les liens familiaux ne sont vraiment forts que lorsqu'ils sont fondés sur la transparence et l'équité. L'amour sans équité cesse d'être un refuge et devient une blessure difficile à guérir. Ce n'est que lorsque chaque personne est valorisée pour qui elle est que la famille peut perdurer comme un lieu où retourner plutôt que comme une ombre qui lie une vie.